NFT, ça détermine qui possède quoi. Et le quoi, ça peut être un actif physique ou digital. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Robert. Get Robert, qu'est-ce que c'est? C'est le show où, en gros, vous avez des questions et moi, j'y réponds. Donc, tout ça, ça se passe donc en live sur Twitter, Twitch, YouTube, LinkedIn. Donc, bonjour à toutes ces plateformes. LinkedIn, YouTube, Twitch, Twitter. Et on peut démarrer avec le show Get Robert. Alors, en gros, un NFT... Pardon. En gros, un NFT, c'est une preuve que la personne possède le document numérique original et en réalité, ça n'aide aucunement les artistes. Pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité? Ok, donc j'ai pas le contexte initial, mais donc a priori, ça n'aide aucunement les artistes. Pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité? Donc effectivement, là, j'ai pas le contexte d'origine, donc je vais répondre avec les informations que j'ai en l'occurrence. Donc j'ai pas le tweet initial, donc a priori il y avait un thread. Hein. Donc moi, ce que je peux dire, c'est donc il y a une première question, il y a plus ou moins un premier contexte et puis il y a une question. Donc ce que je vais dire, donc d'abord sur la partie contexte. En gros, un NFT, c'est une preuve que la personne possède le document numérique original. Donc effectivement, le NFT, en fait, il est là et il sert en fait cette technologie qui permet de définir qui possède quoi. Donc globalement, donc ça, le NFT, en fait, il y a deux parties. Il y a le NFT, donc la chose qui vit dans la blockchain, d'accord, et la chose que représente le NFT. Donc, pour prendre un exemple, on va dire, si on dit il y a le NFT et puis il y a donc là, en l'occurrence, c'est de l'art, on représente l'art. Donc, c'est comme si on parle d'un certificat d'authenticité et puis l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est deux choses. Donc, il y a la première partie au niveau de la NFT. Ensuite, c'est pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité. Donc, ça, c'est plus ou moins une des objections qui revient assez majoritairement pour les personnes qui ne sont pas encore dans l'espace NFT. C'est en gros, pourquoi payer pour un original alors que je peux faire un clic droit copier, typiquement. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle de quelque chose où il faut bien dissocier en fait l'ownership, donc en fait la propriété d'une chose, et le fait d'avoir en fait quelque chose qui représente cette chose-là. Donc autrement dit, c'est comme si on peut parler en fait d'une personne qui va avoir une contrefaçon, elle peut avoir la contrefaçon, et une personne qui va avoir la chose originale. Donc on peut se dire, si on prend la perspective de la personne qui veut accéder en fait à la contrefaçon, elle peut se dire, bon, en fait, pourquoi je payais la chose à ce prix-là? J'ai la contrefaçon. On sait pertinemment également que toutes les personnes vont reconnaître que ça, c'est une contrefaçon et ça, c'est authentique. Donc après, chacun est libre de faire son choix et chacun peut faire ce qu'il veut. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'adhérence et qui vont faire un choix et qui va être porté sur le fait de je veux avoir la chose originale, je veux avoir la chose originale. Et après, il y a des personnes pour qui ça ne va pas être si important et qui vont être OK avec une copie. Donc, les deux sont vrais, mais l'innovation qu'apportent les NFT, c'est qu'on peut savoir en fait qui est le propriétaire d'une chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc là, c'est ce que je répondrais en fait à ce tweet, bien que je n'avais pas le thread d'origine. Donc voilà ce que je répondrai. Donc, prochaine question. Alors, j'aimerais savoir si les transactions effectuées en NFT sont imposables. Alors, à ce niveau-là, je vais prendre des pincettes parce que je ne suis pas
expert en sujet. Donc là, c'est toutes les questions qui concernent en fait partie comptabilité, même de manière générale. En fait, moi, je suis pas conseiller financier, donc moi, tout ce que je dis en fait, c'est basé sur ma propre expérience. Et là, en l'occurrence, en fait, je vous conseille fortement en fait si vous avez une question, donc là, c'est sur l'aspect comptabilité, c'est de voir ça avec un professionnel, donc avec un comptable qui maîtrise en fait les aspects blockchain. Mais d'après ma connaissance, c'est toute transaction, tant qu'elle reste en fait en IS, en fait, tant qu'elle reste en fait avec en Ether, il n'y a pas de notion d'imposition. Il va y avoir une notion d'imposition. Donc, encore une fois, je prends des pincettes, c'est vraiment basé sur mon expérience et ce que je sais aujourd'hui. Je peux me tromper. C'est qu'en fait, la notion d'imposition, elle va se devenir vraie à partir du moment où en fait, on va convertir de la crypto en fiat. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est de l'euro. Et donc, à partir du moment où en fait, on va faire cette conversion une fois en fait, dans son wallet, il faudra apporter tout l'historique en fait, de toutes les transactions pour faire la notion de plus-value, moins-value, et pour ensuite être en mesure de juger qu'est-ce qu'il faut la taxe dont on est redevable au niveau de l'État. Donc après, au niveau du calcul, c'est assez simple. Donc ce sera de la flat tax. Et donc en gros, s'il y a de la plus-value, en gros 30%, donc disons, imaginons qu'il y a 1000 euros de plus-value. Donc le calcul est assez simple, c'est 30%, ce sera partira en taxe. Donc ça, il faudra le payer à l'État. Et 70% sera réellement votre plus-value. Donc en gros, c'est moi ce que je fais. Et encore une fois, je prends des pincettes, c'est basé sur mon expérience, ce que je sais, je peux me tromper. Donc, je vous recommande fortement de poser la question en fait à un comptable qui s'y connaît en blockchain. Et on peut partir sur la prochaine question. Est-ce qu'un NFT peut être annulé ou blacklisté? Je veux dire, on fait comment si quelqu'un nous vole et crée des NFT alors qu'il n'est pas l'auteur? Donc là, de ma compréhension, en fait, il y a 3 questions. Donc, j'essaie d'y répondre. Florent Nobody, c'est est-ce qu'un NFT peut être annulé ou blacklisté? Donc, annulé, non, parce qu'en fait, c'est un élément qui vit dans la blockchain. Tout ce qui est dans la blockchain, en fait, est immuable. Donc, ça veut dire que ce sera là, on peut pas il n'y a pas de notion de delete, on ne peut pas le faire disparaître. Ce qui se passe, c'est que pour simuler quelque chose comme une sorte de poubelle, donc dans le monde sur la blockchain Ethereum, ce qui se passe, c'est qu'on peut envoyer un NFT dans une adresse, on va dire, poubelle. Donc celle-là, c'est la 0x00000. Donc celle-là, c'est en gros, il faut le voir comme en fait un portefeuille. Donc personne en fait a la clé pour accéder à ce portefeuille. Et en gros, quand on envoie dans ce portefeuille, c'est comme si plus ou moins on simulait, moi je le mets à la poubelle, parce qu'en gros, je ne peux pas récupérer. Donc c'est une manière, donc dans le milieu, ça s'appelle burn, donc peut être annulé pas en tant que tel, mais on peut créer quelque chose d'artificiel qui est le burn, c'est-à-dire que de ton wallet, tu l'envoies dans un wallet dont tu n'as pas la main, et celui qui est reconnu par l'ensemble de la communauté, c'est la burn adresse 0x00000. Et voilà. Donc ensuite, blacklisté. Donc là, je n'ai pas le contexte original également, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne sais pas exactement ce qui était sous-entendu, mais de mon point de vue, donc blacklisté, donc on peut imaginer, donc de toute façon, en fait, un smart contract, lui, ça agit dans le fonctionnement de if, donc s'il y a quelque chose, si condition, alors action. Donc on peut imaginer en fait un smart contract, donc imaginons en fait une collection qui va définir, mais en fait, tous les tokens qui viennent de la collection A, on va dire, eh ben, je les empêche de procéder au mint. On peut imaginer comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais vu. C'est plus dans l'autre sens, où en gros, on autorise uniquement les personnes qui ont certains tokens dans leur wallet à procéder au mint. Donc la notion de blacklist, moi je l'ai pas forcément vu, j'ai plus vu une notion de whitelist, donc c'est l'opposé. Ensuite, je veux dire, on fait comment si quelqu'un nous vole? Donc si quelqu'un nous vole, malheureusement, il y a très peu de choses qu'on peut faire, donc c'est Web3, c'est décentralisé, et donc autant dire que si on n'a pas mis de manière en avant-garde, en gros, si on ne s'est pas protégé et si on ne connaît pas les informations et les manières en fait de se protéger pour empêcher qu'une personne puisse nous dérober nos actifs, une fois que ça se produit, il y a très peu de marge de manœuvre. On peut
éventuellement créer un NFT, l'envoyer sur le web de la personne avec dedans indiqué il faut que tu me le renvoies, sinon en fait des sortes de menaces. Mais globalement, dans les faits, il y a très peu de choses à partir du moment où on s'est fait voler en fait son NFT. Là, je ne sais pas si on parle en fait, parce que je pense à la suite de la question, c'est et créer des NFT alors qu'il n'est pas l'auteur. Donc là, c'est est-ce que c'est volé au niveau du design ou est-ce que c'est volé en tant que je suis un utilisateur et on m'a dérobé les actifs qu'il y avait dans mon portefeuille. Donc moi, j'étais en train de répondre sur cette partie-là, mais peut-être que c'est tout simplement voler dans le sens où je te prends ton design et je l'utilise sans faire mention que, en gros, je me suis inspiré de toi ou pire, que je t'ai volé tout simplement ton design. Donc, si c'est bien ça le contexte d'origine, ben, je dirais que, et, je veux dire, on fait comment si quelqu'un nous vole? Ben, si quelqu'un nous vole, en gros, ben, c'est notamment l'avantage en fait des NFT, c'est que si quelqu'un vous vole, logiquement, vous avez des travaux historiques qui sont éventuellement dans la blockchain, et ça peut faire preuve au niveau de l'historique. On peut voir à quel moment ça a été minté dans la blockchain, et ça peut servir de preuve. Donc, si on enlève l'aspect NFT, il faut être en mesure en fait d'apporter des preuves que historiquement vous êtes le premier à avoir utilisé ce design-là, que ce design est vraiment vous appartient réellement. Et après, ce qui se passe, c'est que la communauté voit d'un mauvais œil tous les personnes en fait qui réutilisent en fait l'art d'une autre personne en fait. Donc c'est-à-dire que si la personne s'inspire de l'art d'un autre et sans le mentionner, c'est-à-dire en fait elle s'attribue son travail, à partir du moment où c'est constaté, moi de mon expérience, c'est assez mal vu et ça pénalise en fait la collection. Donc, du point de vue de l'artiste, utiliser les NFT, c'est une manière de se protéger. Et après, du point de vue de la communauté, moi, ma vision et de ma connaissance d'aujourd'hui, c'est assez mal vu, en fait, un artiste qui va utiliser le travail d'un autre, ne pas le mentionner, et ensuite, à partir du moment où c'est découvert, ben, ça impacte, en fait, son projet. Donc, en gros, c'est vu comme, en fait, on ne peut pas te faire confiance, ton travail n'est pas original, et en fait, il suffit qu'il y ait un cas d'usage pour en gros remettre en question l'ensemble du travail. Donc c'est globalement ce que je peux répondre à Florent Nobody, en espérant que j'ai répondu et on passe à la prochaine question. Alors, Mathis Joubert, les NFT consomment quand même car ils sont stockés où? Donc là, encore une fois, donc là c'est un petit improvement que je vais faire. Il me faut le thread d'origine parce que là, en fait, j'ai juste le petit tweet que je ne. Bon, je vais essayer de décoder. Donc, les NFT consomment quand même, car ils sont stockés. Donc, a priori, il y avait un sujet en fait au niveau de la consommation. Donc, peut-être que ça parlait au niveau de est-ce que les NFT sont mauvais pour l'environnement, où sont stockés les NFT. Donc, pour répondre à ça, donc où sont stockés les NFT? Donc, il y a deux choses. Donc, NFT, il y a le token, donc lui qui vit dans la blockchain. Donc, ça, c'est dans la blockchain. Et il y a toutes les métadata, donc les informations, les choses que représente ce NFT. Et donc, ces choses-là, elles peuvent être soit dans la blockchain, soit off-chain, donc c'est-à-dire en dehors de la blockchain. Et ensuite, il y a deux modes. C'est soit dans une manière off-chain, mais décentralisée. Donc là, ce qui est aujourd'hui vu comme le standard, c'est IPFS, ou c'est off-chain de manière centralisée. Donc ça peut être du Dropbox, Google Drive, Amazon, enfin, tous les types de stockage de cette manière-là. Donc ça, c'est sur la partie metadata. Ensuite, le NFT en tant que tel, lui, il vit dans la blockchain. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne le système, en gros. Donc un NFT Ether, en fait, un NFT qui vit sur la blockchain Ethereum, en fait, lui, il vit sur cette blockchain. Donc en gros, si on parle de quel est l'impact environnemental, etc., et ben, le NFT, il participe dans cet écosystème et donc du coup, il a un impact, oui, c'est direct, j'allais dire indirect, mais il a un impact direct, en fait, il a un coût écologique qui est associé en fait à la manière dont fonctionne la blockchain Ethereum. Mais la chose que vous devez savoir, c'est que Ethereum va passer de proof of work à proof of stake, et ça, en fait, ça va améliorer grandement l'usage énergétique en fait de la blockchain. Donc ça, je pourrais faire
une vidéo dédiée sur ça, mais en tous les cas, c'est ce que je peux répondre aujourd'hui sur les NFT consomment quand même, car elles sont stockées. Voilà. Prochaine question. Est-ce que tous nos biens physiques auront un jour une identité numérique et seront dans notre portefeuille? Alors, je suis pas un devin, mais de mon point de vue, la technologie NFT peut permettre de rendre ça possible. Donc, dans un champ où tout est possible, cette éventualité est vraie. Donc, après, je ne peux pas dire est-ce que ça va être, est-ce que ça va réellement se passer. Moi, ma perspective, c'est que énormément de choses, parce qu'on vit dans un monde capitaliste, on possède des choses tout autour de si n'importe qui regarde en fait cette vidéo, s'il a fait un 360, ne serait-ce que les habits qu'elle a sur elle, son portable, etc., les choses sont détenues par d'autres personnes. Et du coup, donc les choses sont détenues par d'autres personnes. La technologie NFT permet en fait d'identifier qui est le propriétaire de choses physiques ou digitales. Donc cette éventualité, elle peut être vraie, mais moi ma perspective c'est que énormément de choses, d'accord, que en gros que pour lesquelles on associe de la valeur, seront adossés au NFT. Je ne peux pas dire en fait que tout va effectivement avoir une notion de NFT, parce qu'il y a des choses que l'on possède mais qui n'ont pas une notion de valeur, mais toutes les choses qui ont une notion de valeur, de mon point de vue, seront adossées à un NFT. Après, ça peut être vu comme tous par exemple, les tickets de caisse. Les tickets de caisse, je ne sais pas si, en gros, quand on va faire ses courses chez Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe, je ne sais pas si, en gros, à chaque fois qu'on passera en caisse, ça, ce sera l'équivalent d'un NFT. Parce que la question, c'est est-ce qu'on va définir qu'il y a de la valeur à avoir ça en tant qu'NFT? A contrario, imaginons accéder, en fait, dans un stade de foot. Donc, récemment, il y a eu... c'est quoi les derniers matchs qu'il y a eu là? Donc, Croatie-France, par exemple. Croatie-France, c'était hier soir. Ça, potentiellement, le ticket d'entrée peut être un NFT. Parce qu'éventuellement, on peut dire moi, que les personnes vont. Donc, il y a le côté de, historique, éventuellement d'avoir en fait de prouver en fait qu'on était en fait au stade, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la technologie, elle permet ça. Et ensuite, est-ce que tout sera backé par NFT? Ça, je suis pas devin, mais en tous les cas, tout ce que l'on possède et qui a une notion de valeur, de mon point de vue, les NFT seront utilisés dans un futur proche. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et prochaine question. Alors, sérieux, ça vient d'où cette connerie de NFT? Bon, là, j'ai pas le, je sais pas si c'est un tweet. A priori, il n'y a pas de thread. Mais bon, c'est un tweet qui date de décembre 2021, donc David Beck. Sérieux, ça vient d'où cette connerie d'NFT? Donc, je n'ai pas de contexte, donc c'est un peu difficile de répondre. Moi, ce que je peux dire, donc sans connaître le contexte de pourquoi il y a ce tweet, c'est que les NFT sont tout sauf une connerie. C'est une innovation. Et cette innovation, en gros, elle sera le monde entier va l'utiliser. Parce qu'en fait, ça va permettre en fait des nouveaux cas d'usage que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Et il y a des sociétés qui vont se construire, en fait, les futurs, je ne dis pas que ce sera le cas par défaut, mais les futurs Google, Amazon de demain sont sûrement aujourd'hui en train de se construire avec à l'origine l'utilisation des NFT. Donc, de mon point de vue, en fait, les NFT, c'est tout sauf une connerie. C'est quelque chose qui permet, encore une fois, c'est les NFT, ça détermine qui possède quoi, et le quoi, ça peut être un actif physique ou digital, et c'est de manière immuable et de manière transparente, distribuée. Donc, c'est tout sauf une connerie, et l'histoire démontrera qui a raison. David Beck il peut avoir raison. Et moi, ma position aujourd'hui, c'est celle-là, mais l'histoire donnera raison à l'une ou deux parties. Mais laissons l'histoire parler. Voilà. Donc, prochaine question. Alors, White to NFT. Les gars, comment on fait pour avoir beaucoup de gens dans un Discord? J'aimerais avoir une certaine audience,
afin de pouvoir proposer mes NFT. Merci. Donc là, globalement, ce que je vais répondre à White2NFT, c'est que les NFT, donc c'est une innovation, mais le community building, donc le fait de créer une audience, c'est toujours la même chose, et ça, il n'y a pas d'innovation à ce niveau-là. En gros, c'est que ça prend du temps de créer une communauté, ça prend du temps, et ça demande en fait de la discipline et de l'engagement. Donc ça, il n'y a pas de formule magique. Si on veut avoir une communauté, et en face, avoir une vraie communauté, donc pas juste des chiffres, ça demande du temps, ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement et le fait d'être dédié à ça, en fait. De vraiment... et aussi, il faut apporter quelque chose à cette communauté. Il faut peu importe la chose, mais il faut lui apporter une certaine forme de valeur. Après, cette valeur elle peut être vue sous certains angles. Ça peut être une valeur sous forme de motivation, ça peut être une valeur sous forme d'information, ça peut être une valeur sous forme de divertissement, peu importe. En tous les cas, si je dois définir une formule, parce que pour moi, il n'y a pas de formule magique, c'est on appuie et puis on a une communauté. C'est en gros, c'est toutes les choses que j'ai dites et également l'aspect apporter de la valeur. Voilà, donc c'est ce que j'irai. Et prochaine question. Alors, Yazumi, les gars, est-ce que c'est possible qu'on explique dans les grandes lignes qu'est-ce que les NFT et Metaverse? Donc, dans les grandes lignes, NFT, donc peut-être que ça fait, pour les personnes qui vont regarder l'épisode complet, ça va faire beaucoup de répétitions, mais en tous les cas, les questions se posaient, donc a priori, c'est des questions qui méritent d'être répondues. Donc, NFT, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technologie qui vit dans la blockchain, et cette technologie, les NFT, donc les non-fungible tokens, ce qu'elle permet, c'est de définir qui est le propriétaire de quelque chose, et cette chose peut être physique ou digitale. Donc ça, c'est une innovation. Et le métaverse, en gros, c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel dans un qui évolue en fait au niveau qui est associé en fait à la blockchain. On peut avoir des mondes virtuels en fait qui sont centralisés, et la notion de métaverse en fait c'est de manière sous-jacente, c'est adossé à la blockchain, et donc il y a l'aspect de décentralisation. Voilà, donc globalement c'est ce que je peux répondre en fait pour ce que c'est les NFT et les métaverses dans les grandes lignes. Et voilà. Donc prochaine question. Alors, j'y vais chez. Qu'est-ce que le Web3 et pourquoi est-ce important? Donc, de mon point de vue, le Web3 est important parce qu'en fait, c'est un shift au niveau population mondiale. En fait, donc, Web 1, Web 2, Web 3. En gros, si on essaye de définir en fait ce qu'était le Web 1, c'est l'accès à l'information. Donc ça, c'était révolutionnaire parce qu'en fait, avant, il fallait faire partir de certains cercles ou avoir certaines ressources pour accéder à l'information. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Web 1. Web 2, c'est la possibilité en fait de communiquer. Donc, autrement dit, Web 1, c'est l'accès à l'information. On peut dire en fait, c'est lecture. Web 2, c'est la possibilité de communiquer. Donc, c'est plus ou moins écriture. Et Web 3, en gros, c'est la possibilité de détenir. Donc, c'est un shift, et c'est des évolutions d'Internet. Enfin, tous les mondes, en fait, ils vivent l'un au-dessus de l'autre, ils vont vivre en cohabitation. Je ne pense pas qu'en fait, le Web 3 va faire disparaître le Web 2 et le Web 1. Je pense que tout ça en fait, va cohabiter, mais c'est juste que c'est des strates, des couches qui permettent des choses bien distinctes. C'est-à-dire que historiquement, si j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient directement en tête, mais imaginons avant, on allait croire en fait la personne influente de sa ville. Ensuite, il y a, imaginons Web 1. Donc Web 1, en gros, il y a plusieurs autres sources de confiance. Ensuite, il y a Web 2, il y a encore plus de sources de confiance parce que là, non seulement il y a plus de personnes qui peuvent participer à la communication, mais en plus, il y a plus de retours parce qu'on a la possibilité de parler. Et Web3, tout simplement, c'est qu'au niveau de la répartition, en fait, lorsqu'on détient certaines choses, il y aura de plus en plus de personnes qui pourront participer et donc, à cet écosystème. Et donc, le Web3
va être un gros driver. En gros, le Web 2 l'a déjà été. Hein, toute la notion de l'influenceur, ça a été possible avec les réseaux sociaux. C'était très difficile d'être un influenceur quand on était une personne lambda. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis cette chose-là. Donc, il y a des influenceurs qui vivent grâce aux réseaux sociaux. Le Web 3, c'est une couche supplémentaire et il y a énormément de personnes qui vont pouvoir vivre du travail qui seront réalisés, qui sera adossé en fait au Web 3. Donc, pourquoi c'est important? C'est que c'est une innovation qui va impacter le monde globalement. Et le Web3, en fait, ça va être, de mon point de vue, ça va devenir la norme pour la possession mondiale. Voilà pourquoi c'est important. Donc, prochaine question. Alors, pour les pros du NFT, donc c'est The Joker Bourse. Pour les pros du NFT, comment peut-on trouver la rareté d'un NFT par rapport à un autre dans une collection? Comment ça fonctionne? Donc là, merci pour la question, Joker Bourse. Donc, ce dont demande le Joker Bourse, c'est en gros comment définir quel token est plus rare qu'un autre. Donc ça, c'est au niveau des métadatas. Donc, la manière laborieuse, ce serait en fait, de chercher en fait, dans OpenSea avec les informations qui vont être sur la gauche, de regarder en fait, le pourcentage. Lorsqu'on clique ensuite sur un token, on a les informations et puis on a également les pourcentages. Et ensuite, il y a des sites web qui se spécialisent en fait, dans le fait de définir la rareté. Et je pense notamment à Rarity Sniper. Donc, je m'en souviens plus du site, si c'est .io, .com, .xyz, je ne m'en souviens plus, donc ça, je pourrais le rajouter par la suite. Mais par exemple, Rarity Sniper, c'est un exemple d'un site qui fait ça. Et ensuite, et comment ça fonctionne? Globalement, il faut savoir ce qu'on cherche. Ensuite, il y a des sortes de requêtes préfaites où en gros on peut définir je vais lister par tel critère. Et donc du coup après c'est assez simple, c'est clic et en gros on peut accéder aux informations. Donc là ça va être la dernière question. On passe à la prochaine question. Et ce sera la dernière question. Donc en gros, donc là c'est, j'ai du mal à dire, c'est Cial numéro 5. En gros, tu possèdes quoi quand tu as un NFT? N'importe qui peut utiliser l'image. Je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne et l'intérêt. Si quelqu'un peut m'expliquer NFT Talk. Donc, en gros, tu possèdes quoi quand tu as un NFT? Donc, tu possèdes en fait un jeton numérique qui vit dans la blockchain. Donc ça, c'est le NFT. En fonction des métadatas, tu vas pouvoir accéder à certaines autres choses. Donc, ça peut être en fait les droits totaux d'utilisation en fait du design qui représente, ou ça peut être en fait un droit d'accès à un club VIP, ou ça peut être le droit en fait d'acheter un immeuble. Donc là, c'est Robert News. En fait, il y a un agent immobilier new-yorkais, donc sa société, son agence immobilière, c'est Odaka. Il a listé très récemment en fait un token NFT. Ce token NFT, en fait, il représente le droit d'acheter un immeuble de bureau. Donc ça pour l'équivalent de 15 000 IS. Donc c'est plus de, en tous les cas, c'est une très grosse somme. Et donc tu possèdes quoi en fonction du NFT? Donc on peut pas répondre par défaut. En fait, tu possèdes ce que le NFT représente. Donc ça, c'est de manière générique. N'importe qui peut utiliser l'image. Donc là, ça sous-entend que, en gros, c'est plus un NFT de type art. Donc n'importe qui peut utiliser l'image. Oui et non. Donc légalement, non, s'il y a un dépôt et une protection de la marque. Et oui, parce qu'en fait, techniquement, des personnes peuvent cliquer et en fait avoir accès en fait, au design et le récupérer. Mais il faut voir le distinguo entre ce qu'on peut faire techniquement et ce qui est valable légalement. Par exemple, n'importe qui peut faire une photo de Mona Lisa. Ça ne veut pas dire que n'importe qui, avec cette photo, va pouvoir faire un business avec cette photo. Parce que finalement, on a pris une photo, mais on ne détient pas les droits en fait, de l'œuvre Mona Lisa. Ça, c'est pour répondre à la deuxième sous-question. Je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne et l'intérêt. Donc, comment ça fonctionne, c'est donc je vais sûrement faire en fait
une vidéo spécifique à c'est quoi un NFT, comment ça fonctionne en mode débutant. Mais en gros, il y a le jeton numérique, donc ça vit dans la blockchain. Et ensuite, il y a les métadatas qui permettent de savoir ce que représente ce NFT. Et donc, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Et si quelqu'un peut m'expliquer, donc j'espère en tous les cas que je t'aurais permis de comprendre un peu plus que c'est. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, c'était un nouvel épisode de Get Robert numéro 3. Si je dis pas de bêtises, donc c'est bien l'épisode numéro 3. Donc, j'espère qu'en tous les cas, vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Il y avait pas mal de questions qui étaient orientées autour de c'est quoi un NFT, je comprends, etc. Donc, je vais forcément faire en fait une vidéo dédiée à ça. Et en tous les cas, comment participer à l'émission, comment participer au show, en tous les cas, comment faire pour que je puisse répondre à une de vos questions. Tout se passe sur Twitter, donc il suffit de me taguer @RobertNelta et utiliser le hashtag GetRobert et faites votre tweet. Et vous avez la possibilité d'être présent dans un prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt, bon appétit et puis à bientôt dans un nouvel épisode de Get Robert. Ciao.